Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par cabinet d'avocat Landau Associés pour VK. On va parler de la pratique des droits de vie en commande publique dans quelques minutes, mais tout de suite les brefs de la semaine avec en matière d'agents la CA de Paris qui précise et illustre le fait que l'épuisement professionnel peut être une source de responsabilité pour l'administration employeuse. Et deux, des courriels de dénigrement ne font pas le lanceur d'alerte, nous dit le Conseil d'État. L'entretien professionnel, quant à lui, doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct, certes, en fonction à la date de l'entretien, et non pas des faits dont on va parler, nous dit le Conseil d'État. La grande actualité de la fin de la semaine dernière, c'était évidemment le 28 mars, la décision du Conseil constitutionnel sur l'inéligibilité des élus condamnés au pénal. Alors, allez, quelques éléments de rappel. Un élu condamné au pénal peut se retrouver inéligible et dans un certain nombre de cas, l'inéligibilité est par défaut et c'est au juge au cas par cas de décider éventuellement de la lever. On ne pourrait pas constitutionnellement faire une inéligibilité automatique, mais on l'a faite par défaut. L'appel est suspensif en pénal, mais le juge de première instance peut décider de l'exécution provisoire. Et s'il y a une peine accessoire d'inéligibilité, eh bien, il y aura application de la peine accessoire d'inéligibilité. S'agissant des mandats en cours, ça veut dire que s'il y a un élu condamné en première instance à exécution provisoire d'une peine accessoire d'inéligibilité, eh bien, cette personne sera démise d'office par le préfet, sauf si c'est un élu national, car sur les mandats nationaux, ça ne s'applique pour simplifier qu'après appel. Bien. Dans le cas d'un élu mahorais, une QPC a été transmise par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel qui a donc rendu sa décision. Et qui a rendu sa décision quelques jours avant la lecture du jugement concernant Madame Le Pen, dossier que tout le monde a en tête. Un certain nombre de gens disaient mais le Conseil constitutionnel il est saisi de l'application de l'éligibilité sur les mandats en cours pour des élus locaux, pas de la capacité à être candidat et donc éligible pour un mandat national au titre d'une affaire à venir pour le juge pénal. Voilà, le Conseil constitutionnel ne va rien dire. Si, le Conseil constitutionnel en a quand même dit un mot. Pas tant pour se mêler d'affaires du juge pénal, mais le juge pénal il motive pas ses décisions là-dessus. Donc on ne saura jamais si ce qu'a dit le Conseil constitutionnel a été suivi ou pas par le juge pénal réellement. Mais rappelons-nous que le Conseil constitutionnel est quand même compétent ensuite pour statuer sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Donc quelques jours avant, il donne sa propre interprétation de ce genre de choses. En tout cas, que nous dit le Conseil constitutionnel ? Sur ce point, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des différences entre mandats locaux, application immédiate de la sanction pénale s'il y a exécution provisoire dès la première instance, ou pour les mandats nationaux, on attend la décision d'appel. Le Conseil constitutionnel a validé cette différence. Il a validé aussi le principe de l'inéligibilité, même pour le mandat en cours, au terme d'une appréciation cas par cas par le juge pénal. Ok. Mais il a glissé que dans son appréciation cas par cas, le juge pénal va, c'est le point 17 de la décision qui est très important, prendre en compte le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter, donc c'est conforme à la Déclaration des droits de l'homme de ce point de vue-là, à l'exercice du mandat en cours, c'est pas nouveau, et à la préservation de la liberté de l'électeur, ce qui est un point nouveau. Que le juge pénal pourra suivre ou pas suivre, parce que de toute manière, l'appréciation de cette proportionnalité relève du juge pénal par des décisions non motivées, mais en tout cas, on a un élément donné par le Conseil constitutionnel. Élu toujours, si un élu a des réseaux sociaux, Facebook, X, Twitter, Blue Sky, LinkedIn, etc. Il va, à cette occasion-là, avoir un certain nombre d'obligations, y compris dans certains cas avec des risques au pénal. Si ça devient le réseau de la personne publique, il y a un certain nombre d'obligations, y compris dans la difficulté à couper l'accès à des followers si sur ce réseau se développent des informations publiques. Oui, mais si c'est un compte totalement privé de l'élu. Certes, il va parler de son mandat, certes, il va pas de sa vie, mais s'il était créé par l'élu. S'il était créé par l'élu, si en réalité ce n'est pas le réseau social, enfin le compte sur le réseau social de l'administration, mais de l'élu, alors on relèvera bien du juge judiciaire, ce qui par ricochet entraîne aussi la non-implication de toute une série de règles. Quand il ne respecte pas les règles, en revanche, il y a de la responsabilité, avec une sorte de double équation posée par la Cour des comptes dans une décision du 24 mars. Si j'ai une prime irrégulière,
Eh ben, c'est l'infraction de l'article 131.12 du Code des juridictions financières, donc point. Et si j'ai une réquisition, c'est un piège à infraction qui peut entraîner la responsabilité des agents qui auront porté le dossier, mais également de l'élu qui aura réquisitionné. En matière d'actes, a été publié un arrêté du 25 mars sur la création du traitement de données sur les données propres aux signatures, sceaux, etc. des autorités publiques délivrant des actes publics. Et puis on a cette semaine un gros volet environnemental avec la loi sur l'agriculture, alors avec l'orientation agriculture, avec énormément de choses, mais pour retenir ce qui va intéresser les acteurs du monde public, il y a tout un volet sur l'intérêt général majeur de l'agriculture, mais est-ce que ça va réellement servir par exemple pour les dérogations espèces protégées ? Je simplifie, la réponse en réalité sera souvent non, pas plus qu'avant ou pas moins qu'avant. Il y a un gros volet conférence de la souveraineté alimentaire qui vont intéresser les collectivités. Il y a un volet formation, volontariat qui vont intéresser notamment les régions. Il y a un volet sur l'assouplissement des règles pénales qui pourra inquiéter un grand nombre de défenseurs de l'environnement. Il y a un volet pisciculture avec l'entrée d'un certain nombre d'étangs dans un régime plus protecteur qu'avant. Il y a surtout un gros volet sur tout ce qui est haies, protection et gestion durable des haies avec des peines très faibles mais avec quelques améliorations techniques. Le fameux article 50 sur les syndicats mixtes en matière d'eau, d'assainissement et d'intervention des départements qui est, il y a des problèmes dans la rédaction de ce texte à mon sens. J'ai failli vous en faire d'ailleurs le gros dossier de cette semaine, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais passons à la suite avec un gros volet sur le photovoltaïque. Alors il y a le nouvel arrêté, alors vous allez me dire c'est l'arrêté de rémunération S21, ça a l'air de rien. En réalité, sur tout ce qui est inférieur à 500 kW, on a un certain nombre de changements importants qui ont donné lieu à beaucoup de polémiques dans ce petit monde. Et puis une circulaire sur les réseaux publics de transport et distribution d'électricité. Gros volet aménagement aussi, avec le TAD de Dijon qui a rendu une décision intéressante sur le fait que quand je vais appliquer un coefficient de biotope par surface, je vais prendre en compte des plantations existantes et à venir, il faudra que ça soit précis, identifiable, qu'on compte. La Cour de cassation a précisé la méthode d'évaluation à utiliser lorsque l'on a une expropriation partielle d'un terrain. Et on a une décision de la CA de Nantes qui censure le Scott Ventay sur le fait que on a des capacités d'accueil qui n'ont pas été assez précisément calculées en application de la loi littorale, donc exigence qui pourra intéresser d'autres territoires. Et puis tout le monde le sait, dans les débats parlementaires actuels, il est question de démanteler ou en tout cas d'assouplir largement les exigences en matière de ZAN et également de ZFE d'ailleurs, à suivre. En matière de contrat, on avait eu une décision en octobre dernier, on en a une autre le 13 mars de la Cour de justice de l'Union européenne sur le mode d'emploi lorsque l'on a des offres émanant de pays hors accord sur les marchés publics, donc Chine, Turquie, etc. par exemple. Et la DAJ de Bercy a diffusé un kit achat durable qui est très bien fait. Voici ici les références. En matière d'organes maintenant, il y a une décision du Conseil d'État a été rendue, intéressante en matière de domanialité, mais à retenir également sur le fait qu'on a une confirmation assez précise sur le fait qu'il n'y a pas de note de synthèse à envoyer pour les délibérations de bureau d'une intercommunalité, même quand il y a une délégation L5110 du CGCT. Et le théâtre de Poitiers a estimé qu'une commune peut indemniser le public associé à l'élaboration de certaines de ses décisions. Comment dire, cette décision pourra vous intéresser si vous voulez mettre ceci en place, mais à aborder avec prudence en l'état. C'est une décision isolée et on avait des jurisprudences plutôt contraires antérieures. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais abordons notre grand dossier, les droits de vie sont-ils, pour les achats de faible montant, encore d'actualité ? À la base, on a un tribunal administratif de Strasbourg, dont voici ici les références, qui a été commenté comme censurant la pratique des droits de vie en dessous les seuils de MAPA, et la CA de Nantes qui a été perçue comme, en général, disant si, on a le droit en dessous les seuils de MAPA de se contenter, par exemple, de droits de vie. Les choses sont un peu plus subtiles, notamment parce que dans le cas du théâtre de Strasbourg, la collectivité s'était imposée à elle-même un certain nombre de règles que force était ensuite pour elle de respecter. Mais le débat depuis plusieurs semaines fait rage sur le point de savoir si on peut encore ou pas recours à la procédure des droits de vie, notamment sur LinkedIn et quelques autres réseaux sociaux. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à Evangelia et à Marie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Première question.
Qu'est-ce que cette pratique des 3 devis ? La pratique de 3 devis est une pratique ancienne en matière de marché public. Elle consiste, lorsqu'un acheteur public procède à un achat d'un montant inférieur, bien sûr, au seuil de publicité et de mise en concurrence, à solliciter auprès de 3 opérateurs économiques la remise d'un devis et de retenir ensuite, potentiellement le plus souvent, le moins disant. Cette pratique a récemment donc fait parler d'elle, on l'a évoqué. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi et nous donner les termes de ce débat ? Récemment, un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2024 a suscité effectivement de nombreux commentaires au motif qu'il condamnerait la pratique des 3 devis. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de cette affaire jugée par le tribunal administratif de Strasbourg, une commune avait engagé une procédure de passation en vue de conclure un marché pour retenir un coordonnateur SPS. Dans cette espèce, la commune avait procédé à une publicité dont on ne connaît pas vraiment les modalités à la lecture du jugement et on sait en revanche qu'elle avait établi un document intitulé « Règles d'achat et conditions d'exécution du marché » qui fixait les règles de la consultation et qui prévoyait concernant le jugement des offres que le jugement sera effectué dans les conditions prévues par le Code de la commande publique, en faisant ensuite mention d'un unique critère, le prix. La requérante a alors contesté l'attribution du marché à une concurrente ayant, elle, présenté un prix inférieur, et c'est comme ça que le tribunal administratif s'est prononcé. Et dans cette affaire, le tribunal administratif relève que la commune qui n'y était pas tenue au regard du montant du marché en litige a fait le choix de procéder à une publicité, une mise en concurrence préalable en vue de sa passation et en particulier, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées, en se soumettant aux règles de jugement des offres prévues par le Code de la commande publique et qui lui incombait donc de se plier à ces règles. Plus précisément, la juridiction reproche à la commune d'avoir recouru au critère unique du prix qui n'est normalement possible que pour l'achat de services ou de fournitures standardisées. Et pour le théâtre Strasbourg, un marché de coordination SPS qui porte sur des prestations intellectuelles, ce n'est pas des prestations de services standardisées. Et donc, dans cette affaire, le tribunal administratif en a conclu que la commune a méconnu les dispositions du Code de la commande publique sur les critères de sélection des offres. Mais dans l'espèce, le tribunal administratif, tenant compte de l'importance du vice et du montant du marché, a estimé que le vice ne faisait pas obstacle à la poursuite du marché. Tout le monde a dit que cette décision mettait fin à la pratique des 3 devis, celle du théâtre Strasbourg. Sauf que justement la commune s'était elle-même imposé des obligations supplémentaires qu'il était donc logique de voir ensuite le juge imposer le respect. C'est bien ça ? À mon sens, la commune ne s'est pas vraiment la commune ne s'est pas vraiment contentée de mettre en œuvre la procédure des 3 devis, puisqu'elle est un peu allée plus loin. Elle a mis en œuvre des mesures de publicité de mise en concurrence. Elle a même élaboré un document de la consultation, ce qu'on ne fait pas habituellement quand on sollicite 3 devis. Et c'est pour ça, je pense que effectivement, le tribunal administratif en a déduit en l'occurrence que la commune en question avait mis en œuvre une procédure adaptée et que dès lors qu'elle avait mis en œuvre une procédure adaptée, elle devait suivre toutes les règles applicables aux procédures adaptées, notamment sur les critères. Et donc, dans cette affaire, en réalité, le tribunal administratif de Strasbourg, plutôt que de censurer la pratique des 3 devis, il se contente de rappeler une règle assez classique du droit public, selon laquelle, lorsqu'une administration décide de soumettre volontairement à une procédure contraignante, elle doit alors le faire complètement, en respectant toutes les règles qu'implique cette procédure. Dans la polémique qui en a résulté, on a vu certains praticiens dire qu'il fallait dès le premier euro respecter les grands principes de la commande publique, ce que nul ne conteste, évidemment, mais aussi respecter en réalité des procédures comme en MAPA. Ce qui est plus hardi, puisqu'il existe quand même des seuils de 40 000 ou de 100 000 euros qui font la frontière entre les deux. Et c'est là que certains d'ailleurs évoquent une jurisprudence plus ancienne à l'appui de leur argumentation. Qu'en retenir ? Certains praticiens de la commande publique ont une interprétation plus stricte de cette jurisprudence. Ils estiment que cette jurisprudence démontre que dès lors qu'on sollicite plusieurs candidats, même simplement pour demander un devis, alors on décide de mettre en œuvre une procédure adaptée et il faut alors respecter toutes les règles applicables au MAPA et notamment ne pas recourir au critère unique du prix, sauf bien sûr lorsque le marché a pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standards dont la qualité est insusceptible d'avoir des variations d'un opérateur économique à un autre.
Pour soutenir cette position, certains praticiens du coup s'appuient également sur une autre jurisprudence de la CA de Douai, qui est plus ancienne, c'est là, 31 décembre 2012. Dans cette espèce, la CA de Douai avait considéré qu'une commune s'était contentée de solliciter 4 devis auprès des fournisseurs et donc du coup avait méconnu les règles applicables au marché à procédure adaptée. Vous pouvez mettre sur pause pour voir cette espèce. Toutefois, il est difficile de savoir si cette jurisprudence de la CA de Douai est toujours d'actualité, car elle a été rendue dans le cadre du Code de marché public, on appelait comme ça à l'époque, de 2006, dont la rédaction concernant les achats sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant diffère de celle actuellement en vigueur au sein donc du Code de la commande publique. Et quelles sont les règles finalement en vigueur dans le CCP, dans le Code de la commande publique ? Pour les achats d'un montant inférieur à 40 000 euros hors taxe, un acheteur public a la possibilité de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence. Jusqu'au 31 décembre 2025, pour l'instant, la même possibilité existe pour les marchés des travaux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxe. Toutefois, l'acheteur public ne dispose pas d'une liberté absolue pour passer et conclure un marché d'un faible montant, puisque, selon donc toujours le même texte, il doit veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics, à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Et en regroupant en famille homogène ou autre quand on est en fourniture ou en service. Exactement. En fait, c'est une règle bien connue. Il ne faut pas ne faut pas raisonner marché par marché, mais pour les fournitures et les services, famille homogène par famille homogène. Et si le montant de la famille homogène dépasse les 40 000 euros, alors ce n'est pas possible de faire, même pour un marché qui ne le dépasse pas, une procédure de 3 devis ou une autre procédure qui ne respecte pas, en tout cas, les seuils de la famille homogène. Bon, donc si je résume, on respecte les grands principes, comme toujours, mais ce à quoi est conforme la pratique des 3 devis, jusqu'au seuil de 40 ou de 100 000 euros, et là commence le régime des MAPA, et ni le théâtre Strasbourg, ni la CA de Nantes ne contredisent cela, bien au contraire. Les grands principes de la commande publique sont applicables, sont en vigueur dès les premiers euros. En tout cas, c'est le droit européen qui nous le dit et on doit absolument le respecter. Mais effectivement, il y a cette règle nationale, donc, qui a été longtemps transformée. Vous vous souvenez, les seuils ne sont pas toujours les mêmes. On avait 15 000 euros, on avait 20 000 euros. Aujourd'hui, on a 40 000 euros. Il y a d'autres pays européens qui appliquent d'autres seuils. Est-ce qu'on peut faire un focus justement sur cette décision de la CA de Nantes ? Effectivement, très récemment, la CA de Nantes s'est prononcée sur une affaire justement sur ces achats en dessous des seuils de 40 000 euros pour les fournitures et services. Et en l'occurrence, dans cette espèce, c'était le seuil de 100 000 euros hors taxe dont a parlé Evangelia Karamitrou pour les marchés de travaux. Puisque dans cette espèce, la commune avait voulu passer un marché de travaux de monteur inférieur à 100 000 euros hors taxe. Et pour cela, elle s'était contentée de solliciter 3 devis auprès de 3 entreprises différentes. Et la CA de Nantes, confrontée à la légalité de cette pratique, a estimé que cette demande de 3 devis ne saurait être assimilée à une procédure adaptée. Et je me permets de citer la CA de Nantes. Cette circonstance n'implique pas que la commune ait entendu se placer dans le cadre d'une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation des différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par la loi du 7 décembre 2020, tiré du choix d'une offre pertinente en faisant une bonne utilisation des deniers publics. Par conséquent, la requête a été rejetée et vraiment ce qui est intéressant, c'est que la CA de Nantes s'appuie sur cette notion de bonne utilisation des deniers publics pour justifier, selon elle, la légalité de la procédure des 3 devis. Donc, selon la CA de Nantes, lorsqu'un acheteur public souhaite effectuer un achat d'un montant inférieur au seuil de publicité et de mise en concurrence, a priori, il est libre de solliciter 3 ou même davantage devis sans pour autant devoir mettre en œuvre une procédure adaptée. Bon, face à ces récentes jurisprudences, avez-vous toutes les deux quelques conseils à prodiguer aux acheteurs publics ?
En l'état actuel de la jurisprudence, pour éviter un débat sur la nature de la procédure mise en œuvre, il est conseillé aux acheteurs souhaitant effectuer un achat de faible montant sans mettre en œuvre une procédure adaptée, d'éviter de volontairement mettre en œuvre de mesures de publicité ou de fixer de règles de consultation s'apparentant à celles d'une procédure adaptée et de se contenter de solliciter 3 devis en indiquant éventuellement que le marché est passé conformément à l'article R 2122-8 du Code de la commande publique. Il faut rappeler tout de même, ça il ne faut pas oublier, que la règle du droit européen est que les grands principes, donc à savoir l'égalité de traitement des candidats, la transparence, l'accès à la commande publique, etc., s'appliquent dès le premier euro. Mais attention toutefois aussi à adapter vos exigences en fonction de votre marché et en fonction des gens qui sont susceptibles, des candidats qui sont susceptibles de venir candidater. Pour certains achats de faibles montants, il peut parfois être judicieux de privilégier le recours à un MAPA en l'indiquant explicitement et en respectant alors toutes les règles applicables au MAPA. Un mot pour conclure ? À l'heure actuelle, et même s'il y a des débats entre les praticiens qui sont effectivement parfois vigoureux et enflammés sur les réseaux sociaux, la pratique des 3 devis semble toujours d'actualité. Mais il serait probablement intéressant que le Conseil d'État puisse se prononcer sur cette question pour peut-être trancher définitivement et savoir qui a raison sur la légalité de la pratique des 3 devis. La procédure de 3 devis soit explicitement consacrée par les textes, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Il n'est pas aberrant de demander 3 devis dans le sens où, même quand vous travaillez dans le privé, que vous voulez faire des travaux ou acheter des choses, vous essayez de comparer certaines offres. Et vous allez me dire qu'il y a peut-être le sourcing aussi pour ça. En effet, soit on peut faire du sourcing d'abord, puis après c'est dire, voilà, je vois où est-ce que les prix se situent, je demande un devis à quelqu'un, et si je suis content, voilà, j'y vais. Soit, effectivement, ça serait bien qu'on puisse effectivement avoir un texte officiel sur ce sujet. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.